Alors, je vais donner la parole donc à Jacques Priol, donc fondateur et dirigeant de Civiteo, donc auteur de plusieurs articles et ouvrages dans le management, sur le management public, dirigeant territorial expérimenté. Il a été, par exemple, le secrétaire général du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, Jacques, bonjour et merci d'être présent avec nous. Bonjour, merci à vous Fabrice, merci au West Data Festival. Je vais effectivement vous présenter en quelques minutes, en ouverture de cet après-midi, une petite keynote sur le sujet global de la donnée au service de nos territoires. Je suis effectivement le fondateur du cabinet Civiteo qui est basé à Nantes. J'ai également l'honneur et le plaisir de présider l'Observatoire Data Publica, qui est un observatoire qui travaille sur la manière dont les acteurs publics aujourd'hui utilisent de nouvelles données ou font de nouveaux usages de la donnée. On pourra en parler, notamment avec l'intelligence artificielle. Effectivement, auteur et conférencier, auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur ces enjeux de la data, des territoires intelligents et de la manière dont tout ceci est en train, d'une certaine manière, de bouleverser à la fois l'action publique et à la fois l'interaction entre les acteurs publics et les entreprises. Et c'est aussi de ça dont nous allons parler cet après-midi. Le sujet de la data dans les territoires est un sujet qui préoccupe de plus en plus de décideurs locaux. J'entends par décideurs locaux nos élus, j'entends aussi les dirigeants des services publics locaux. Et je vous ai mis là pour entrer en matière deux couvertures récentes d'un magazine que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est un hebdomadaire, qui est la Gazette des communes. Plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires tous les lundis matins dans les boîtes aux lettres de nos mairies, départements et régions. Les données réinventent les politiques publiques, c'était il y a presque un an. Et puis, les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir? C'était au mois de septembre. Des sujets qui commencent à préoccuper fortement les acteurs locaux pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Alors, pourquoi? D'où vient cette évolution et qu'est-ce que ça a comme incidence? D'abord, il y a le sujet de ce qu'on appelle les villes intelligentes, les smart cities. Vous avez là à l'écran une image du plus grand système d'hypervision de politique publique qui existe aujourd'hui de façon opérationnelle en France. C'est celui de la ville de Dijon. C'est le projet On Dijon qui a été engagé maintenant depuis 2015, qui a été totalement inauguré et mis en service en 2019. Il ne s'agit pas d'un espace de surveillance, de police municipale, tel qu'on peut en avoir peut-être l'habitude de voir des images, même si tout au fond dans cette salle, il y a également de la sécurité. Il s'agit là d'un espace de contrôle, de pilotage par la donnée de nombreuses fonctions urbaines, qu'il s'agisse d'énergie, de mobilité, de stationnement et autres. Et de plus en plus, nous allons vers ce type de dispositif, plus ou moins centralisé. Tout le monde ne suit pas le modèle de Dijon, mais on va vers ce type de dispositif. Angers, par exemple, plus proche de nous, plus proche de Laval, est la deuxième métropole française à avoir engagé un projet très important. Vous le voyez à l'écran, 178 millions d'euros d'investissement public pour connecter et mettre dans un dispositif piloté par la donnée les principales fonctions urbaines du territoire. C'est quelque chose qui commence maintenant à se développer en France, y compris dans des territoires de taille plus modeste. J'y reviendrai tout à l'heure. Tout ça repose sur de la captation massive de données avec la multiplication de capteurs aujourd'hui. Et puis j'imagine que dans le cadre des travaux du pôle S2E2, vous travaillez beaucoup sur les objets connectés, les capteurs, l'IoT. Vous avez là une image qui est issue d'un projet que j'ai la chance de bien connaître pour avoir travaillé pour la ville de Toronto, qui est le projet de ville Google Sidewalk Labs à Toronto, dans lequel, sur ce schéma, vous voyez l'ensemble des capteurs que Google imaginait dans ce quartier futuriste qui ne verra pas le jour. On pourra y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure dans les questions-réponses. Et imaginer déployer des capteurs de tout type, certains de basse technologie, mais pouvant capter énormément de données, d'autres beaucoup plus sophistiqués, des lidars notamment. Ces capteurs, ils sont de nature diverse et aujourd'hui, dans nos territoires, on déploie de nombreuses choses. Il y a beaucoup d'innovations actuellement. Il y a des innovations très intéressantes, d'autres sans doute un petit peu moins. Et parfois, par la data, on essaye de piloter des choses qui ne vont pas nécessairement toujours gagner en efficacité. Donc, c'est un sujet toujours un petit peu critique à travers des POC, des expérimentations, des prototypes, de savoir ce qui apporte un vrai plus. Je vous cite juste un exemple d'innovation très intéressante qui arrive actuellement en France. C'est une start-up française qui le développe, basée à Orléans, et le pôle va jusqu'à Orléans, qui est un capteur qui fait de la mesure optique de la présence de pollen. C'est un système extrêmement sophistiqué avec de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'essence à travers des images, avec un certain nombre de brevets déposés à l'échelle mondiale, qui vont permettre aux villes qui les déploieront de prévenir en temps réel les personnes qui souffrent d'allergies. On voit que
Par de la donnée, on peut travailler au bien-être des habitants. Par de la donnée, on peut aussi développer tout un tas d'initiatives intéressantes en termes d'optimisation de la gestion d'une collectivité. À Nantes, il y a quelques mois, 2 startups ont travaillé sur un projet visant à déployer de l'intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire. Pour faire simple, le problème, il est connu dans toutes les villes de France. Lorsque l'on prévoit la veille ou l'avant-veille ou même la semaine qui précède le nombre de repas à livrer dans une cantine, eh bien, les gestionnaires des cantines scolaires se trompent et se trompent toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils produisent toujours un petit peu plus que ce dont on aura besoin. Et en tant que parents d'élèves, nous le comprenons bien. On ne veut pas prendre le risque dans nos prévisions qu'il n'y ait pas assez à manger, bien sûr, pour nos bambins. Et l'idée, c'est de travailler sur de multiples variables, de multiples données pour pouvoir, à travers des algorithmes de modélisation prédictive, affiner les prévisions, les modèles statistiques qui sont utilisés jusqu'à présent pour pouvoir réduire le gaspillage alimentaire qui est de l'ordre, dans toutes les villes de France, dans les plus efficientes de 7 à 8% et dans les plus en difficulté de l'ordre de 13 à 14, voire 15-16%. Ce sont des chiffres importants, vous en conviendrez avec moi. Ces sujets, ces enjeux de data, je les détaille pas, c'est pas l'objet de ma présentation de ce matin. Simplement vous dire que ces sujets concernent des collectivités de toute taille. Il y a 4 ans maintenant est sorti un rapport publié par la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelait Smart City vs Stupid Village, qui posait la question de savoir si ce type d'outils, par exemple pour gérer l'éclairage public, réduire les consommations d'énergie, pour gérer l'énergie des bâtiments communaux, pour gérer l'eau, les stationnements, les mobilités, était accessible ou non dans des collectivités de taille moyenne, voire de taille petite. 4 ans après, on a la réponse. Aujourd'hui, on voit des collectivités de quelques milliers d'habitants commencer à déployer des systèmes intelligents et donc se retrouver confrontés à des problématiques de gestion de données. Alors, ces problématiques de gestion de données, je vais vous les présenter sous plusieurs angles. Un premier angle, vous êtes majoritairement aujourd'hui dans le West Data Festival des entreprises. Je vais commencer par vous parler de la manière dont les données produites par les acteurs publics peuvent être utiles aux entreprises d'un territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est important. Et je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les collectivités françaises de plus de 3500 habitants ont l'obligation, par exemple, de publier en toute transparence. C'est d'abord fait pour des principes de transparence démocratique dans notre relation en tant que citoyen à nos collectivités, l'ensemble des données de leur marché public. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, on trouve la quasi-totalité des marchés publics, de la quasi-totalité des collectivités françaises disponibles dans des formats ouverts, accessibles, exploitables en open data. Si on ne les trouve pas sur le portail de la collectivité, si elle n'a pas elle-même aujourd'hui l'outil pour le faire, on le trouve sur des portails nationaux, notamment data.gouv.fr. Eh bien, vous avez une entreprise comme Octopus Mind, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une entreprise de l'Ouest également, qui fait de l'analyse et de la modélisation de l'achat public et qui aujourd'hui est en capacité, par notamment du machine learning, de faire de la modélisation prédictive sur un certain nombre de prestations par rapport à des prix, par rapport à des types de prestations, par rapport à des types d'achats qui vont venir ensuite en aide aux entreprises qui vont elles-mêmes vont répondre à des marchés publics. Vous avez aujourd'hui également, depuis le 2 janvier, c'est tout récent, depuis le 2 janvier 2021, la totalité des données géographiques, territoire par territoire, issues des bases de l'IGN qui sont à disposition en open data. Ça intéresse beaucoup de bureaux d'études, ça intéresse beaucoup de sociétés de services, ça intéresse dans de très nombreux domaines, des aménageurs, etc. Vous avez tout un tas d'autres types de données locales qui sont à disposition. Par exemple, des données locales sur l'emploi, qui jusqu'à présent étaient, j'allais dire, jalousement gardées, mais en employant ce terme-là, c'est un petit peu faire un procès d'intention. En tout cas, il n'y avait pas d'intention de publier ces données-là. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses données sur l'emploi qui sont rendues publiques, qui permettent par exemple à une entreprise comme Randstad d'être capable, par des procédés d'analyse algorithmique, de modéliser l'évolution de l'emploi de façon très fine et en temps quasi réel sur des bassins d'emploi et d'aider soit à des politiques de l'emploi pour les pouvoirs publics, soit d'aider à des entreprises dans leur stratégie de recrutement. Autre élément intéressant qui peut nous concerner chacune et chacun d'entre nous en tant que citoyens, c'est les données sur les valeurs foncières. Mais ça intéresse aussi des entreprises. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, en open data, sur un site national, demande de valeurs foncières, vous avez la totalité des données de toutes les transactions immobilières de ces dernières années. Si vous voulez savoir à quel prix votre voisin a acheté ou vendu sa maison, vous allez sur ce portail, vous trouvez la parcelle, vous cliquez dessus, vous avez le montant exact de la transaction. Ces données sont
totalement ouverte et disponible depuis 1 an. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à faire de la modélisation pour prévoir des programmes immobiliers. Ça sert à des opérateurs tels que meilleursagents.com, j'ai mis celui-là, mais je pourrais en mettre d'autres, évidemment, qui vont pouvoir faire des prévisions de prix, des estimations de valeur dans des quartiers par des algorithmes de façon semi ou totalement automatisée au demeurant. Faites le test près de chez vous, vous verrez, c'est assez étonnant. À certains égards, en tant que citoyen, en tant que peut-être propriétaire ou en tant qu'acquéreur ou futur acquéreur d'un territoire, on peut peut-être trouver que ça va un petit peu loin. On n'est pas habitué en France à ce type de transparence. Je vais y revenir parce que derrière tout ça, il y a des enjeux par rapport au fonctionnement et à notre fonctionnement vis-à-vis des pouvoirs publics en tant que citoyen. Les données publiques des territoires sont, elles, mises à disposition, donc les données produites par les collectivités locales. Par exemple, sur notre territoire ici, en région Pays de la Loire, vous avez un portail qui s'appelle data.paysdelaloire.fr. Vous en avez un en région Centre et un en région Bretagne. J'arrose la totalité du périmètre du pôle S2E2. Simplement, particularité en Pays de la Loire, c'est un site de données que l'on appelle un site gigogne parce qu'on va trouver à l'intérieur d'autres sites. Et par exemple, on y trouve le site de la Loire-Atlantique. On a toutes les données du département 44, mais aussi à l'intérieur de cette gigogne, le site de Nantes Métropole. J'aurais pu mettre celui de la Carène à Saint-Nazaire, celui de la Roche-sur-Yon en Vendée et quelques autres qui sont en préparation. Vous avez là des portails par lesquels il est possible d'accéder à des volumes de données tout à fait significatifs qui peuvent intéresser des entreprises pour leurs activités, pour leur développement, y compris, on va y revenir dans quelques minutes, en matière d'énergie, puisque c'est le thème de l'après-midi. Les données énergétiques, on les trouve dans de multiples endroits. Enedis, on aura tout à l'heure des échanges avec Enedis. Enedis a son propre portail d'open data depuis longtemps. Pourquoi? Parce que au titre de la loi sur la transition énergétique, depuis 2015, il y a des obligations légales de transparence des données. Au passage, ce ne sont pas toutes les données de la distribution, et on n'y trouve pas. Mais je vais y revenir, par exemple, les données de consommation individuelle. Je mets les pieds dans le plat. Je veux parler ici des données du célèbre compteur Linky. Il y a des initiatives locales qui permettent de travailler à partir de ces données. Je passe rapidement à Nantes. Vous avez le Data Lab Énergie, qui est un projet dans lequel un certain nombre de collectivités, Enedis et des entreprises privées travaillent à la mise en commun, au partage, à l'analyse et à l'échange de données autour de l'énergie, à partir de données qui, pour les unes, sont vraiment des données totalement ouvertes, totalement en open data, donc des données publiques, et qui, pour d'autres, peuvent être des données simplement partagées. Vous avez plein d'autres exemples, je pourrais en citer des dizaines, j'en ai pris là encore un ou deux. L'ensemble des données de l'éclairage public de Paris figure en open data, point lumineux par point lumineux. On a les consommations, les appareils qui sont en panne, toutes les données sont disponibles. À quoi ça sert? Ça sert à de la transparence, ça sert à de la mise à disposition de données, ça sert à faire de la modélisation, ça peut servir à des startups à travailler sur des outils, par exemple, avec de l'intelligence artificielle pour croiser avec d'autres données que celles-ci, travailler sur des idées, des logiques de maintenance prédictive, par exemple, ou des outils d'analyse de consommation énergétique dans le cadre de politiques de transition, de réduction des consommations énergétiques. Mais puisqu'on parle de données qui impactent un territoire, il faut aussi raisonner dans l'autre sens. On peut avoir la tentation de dire il faut que les acteurs publics mettent un maximum de données à notre disposition, notamment parce qu'en tant que citoyen, en tant que contribuable, en tant qu'électeur, on peut être attaché à avoir accès, si on est un petit peu geek, si on s'intéresse à ces sujets de data, à avoir accès aux données brutes mises à disposition par les territoires. Je m'intéresse à ce qui va être voté ce soir au Conseil métropolitain en matière de politique d'investissement, et comme ça m'intéresse de savoir comment la métropole finance telle ou telle chose, j'ai envie d'accéder aux données du budget. Il y a quelques années en arrière, il fallait éventuellement faire la demande, il fallait aller au siège ou à la mairie pour consulter des documents. Aujourd'hui, ces documents sont à disposition, alors depuis quelques années peut-être en format PDF, c'est pas très facile à exploiter. Maintenant, elles sont en open data, je peux télécharger les tableaux, je peux me saisir des données, je peux en faire tout un tas d'usages. Ça, c'est en tant que citoyen. En tant qu'entreprise, on va y trouver de nombreuses données dans de nombreux domaines qui peuvent avoir un intérêt. On peut aussi faire la demande auprès des collectivités locales qu'elles fournissent plus de données. Je vous dirai tout à l'heure dans quel cadre légal cela peut être fait. Mais les acteurs publics ont aussi besoin et ont aussi intérêt à se saisir d'un certain nombre de données qui existent, qui irriguent leur territoire et qui peuvent avoir un impact dans la manière dont elles sont utilisées aujourd'hui par des entreprises notamment, ou par les citoyens eux-mêmes,
sur la conduite des politiques publiques. Et c'est ce qu'on va appeler des données d'intérêt territorial, d'intérêt départemental, régional, métropolitain, communal. Et on va y trouver tout un tas de données. Je vais prendre un exemple. Je sais que tout à l'heure, vous aurez Thomas Biancu de Laurent qui va vous parler d'un certain nombre de sujets. Moi, je veux juste citer quelque chose qui a été fait par Laurent, donc l'agence d'urbanisme de la région nantaise, à partir des données émanant des smartphones des citoyens et notamment des données de Google Maps ou de Waze. Nous sommes très nombreux en France à utiliser Waze. C'est bien pratique, c'est gratuit, c'est un GPS très efficace. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ça appartient à Google. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est le type de données que Waze collecte aussi en retour de ce service gratuit sur notre géolocalisation. Eh bien, les données de temps de parcours, par exemple, que tous les habitants de la périphérie nantaise vont faire tous les matins et tous les soirs pour gagner leur lieu de travail, sont des données qui aujourd'hui sont disponibles. Parce que ces données, elles sont mises à disposition par Google dans des API, dans des interfaces sur lesquelles on peut se connecter, gratuitement pour une part jusqu'à un certain volume. Elles sont payantes à partir d'un autre volume. Eh bien, l'agence d'urbanisme de Nantes a fait un test sur de nombreux mois pour voir comment l'ensemble de ces données donne à voir, raconte la réalité de notre vie quotidienne habitant de cet espace en mesurant nos temps de parcours, les difficultés rencontrées, heure par heure, jour de la semaine par jour de la semaine, saison par saison, vacances, pas vacances, etc. Toutes ces données sont disponibles et viennent apporter de la connaissance au territoire sur la façon dont on vit. Certains auteurs, notamment Antoine Courmont, parlent d'une seconde peau numérique qui est en train de se poser sur les territoires, qui fait que des grands acteurs du numérique, d'une certaine manière, en savent plus que nous. Et quand je dis nous, il m'est arrivé dans des rencontres de dire à des élus locaux avec lesquels je travaille, monsieur le maire, Google en sait beaucoup plus que vous sur qui sont vos habitants et ce qu'ils font dans la ville. Et c'est aujourd'hui une réalité. Ce qui est intéressant pour les territoires, c'est de pouvoir récupérer aussi ces données qui ne doivent pas servir, vous en conviendrez, qu'à des fins de propulsion de publicité ou d'offres commerciales, puisque c'est ce pourquoi Google, évidemment, les récupère. Dans d'autres domaines, on a plein d'exemples de données produites par des entreprises dans le cadre tout à fait normal de leur activité qui représentent un intérêt général. Et ces données d'intérêt général, ce sont bien souvent des données d'ailleurs dont les entreprises elles-mêmes ne se servent pas ou alors s'en servent dans certaines conditions, dans le cadre de relations commerciales, tout ce qui est le plus normal. Elles peuvent être d'ailleurs protégées par des éléments de secret industriel, elles peuvent du droit, enfin, couvertes par le droit des affaires. Et pour autant, les acteurs publics peuvent avoir envie ou besoin de s'y intéresser. Je vous prends l'exemple de seloger.com, ou ici dans le Grand Ouest, on pourrait dire la même chose avec Ouest France Immo peut-être. Aujourd'hui, toutes les personnes qui se connectent sur seloger.com sont des personnes qui manifestent une intention de déménager ou une envie de déménager. Le projet peut être plus ou moins concrétisé. Nous sommes certainement très nombreux à se connecter de temps en temps pour voir. Eh bien, ces données, elles peuvent intéresser bigrement les territoires. On annonce demain la prolongation d'une ligne de tramway. Quel est le premier acteur qui est capable de nous dire quel va être l'impact sur le marché de l'immobilier? Eh bien, c'est Seloger ou Ouest France Immo. Bien avant les notaires, eux, ils ne le savent que lorsque les premières transactions s'opèrent. Bien avant les banques, elles le savent un peu avant les notaires, quand on va commencer à aller chercher, voir comment faire son financement. Et les premiers qui le savent, ce sont les agences immobilières peut-être, mais ceux qui rassemblent les données de toutes les agences, encore plus. Par exemple, Seloger a été en capacité, et ils ont fait la démarche, d'aller voir des villes il y a quelques mois en arrière pour leur dire « Attention, il se passe quelque chose avec le premier confinement. Nous avons un nombre incroyable de demandes de gens de Paris, de banlieue parisienne, qui cherchent des maisons chez vous. » Ce dont on parle beaucoup dans la presse ces derniers mois. Eh bien, eux, ils l'avaient détecté avant. Ils ont même pris l'initiative de contacter les maires de certaines villes, peut-être le maire de Laval d'ailleurs, pour leur dire il se passe quelque chose. De la même manière, avant l'entrée en vigueur du Brexit, ils ont prévenu un certain nombre de communes. Ils ont publié une étude qui a fait un peu de bruit d'ailleurs sur le sujet, pour leur dire attention, il y a plein d'Anglais qui sont en train de regarder des logements chez vous. Voilà des données dont vous conviendrez avec moi qu'elles sont d'intérêt général. Elles sont importantes pour planifier demain l'urbanisme, pour réguler le cas échéant l'évolution des loyers, pour pouvoir aménager, prévoir des écoles, etc. En cas d'afflux de familles, jeunes, cadres qui quittent Paris actuellement. Voilà un exemple encore intéressant. Et puis dans les données qui peuvent présenter un intérêt territorial, il va y avoir nos données personnelles, dont la gestion par les collectivités locales, et tant mieux, et c'est bien heureux, est rigoureusement réglementée, d'abord par le RGPD, comme pour tout le monde, les collectivités, les acteurs publics, il faut le savoir,
sont tous soumis aux obligations les plus strictes du RGPD, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Les entreprises qui, de par leur activité, manipulent très peu, voire quasiment aucune, dans leur activité, mis à part peut-être les données de leurs propres salariés, beaucoup d'entreprises n'ont pas d'obligation, par exemple, d'avoir un délégué à la protection des données. Aujourd'hui, toutes les administrations publiques, quelle que soit leur taille, ont l'obligation d'avoir un délégué à la protection des données. J'y reviendrai dans une seconde. Eh bien, les données des particuliers, ça peut être des données qui vont être très intéressantes. Par exemple, j'ai mis là une image des pistes cyclables. On a beaucoup parlé depuis quelques semaines des pistes cyclables à cause de l'engouement de nos concitoyens pour le vélo à la sortie du premier confinement. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a, notamment dans le cadre du plan de relance, beaucoup d'investissements qui sont prévus par les collectivités locales pour pérenniser ou construire de nouvelles pistes cyclables. Il y a même des communes, disons-le, à qui on propose aujourd'hui des enveloppes en disant il faut construire des pistes cyclables. En plus, ça va faire marcher l'économie locale, ça va aider des entreprises qui aujourd'hui sont dans la difficulté. C'est le principe d'un plan de relance. Où est-ce que l'on va mettre ces pistes cyclables? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On observe, on compte, vous connaissez tous ces endroits où on passe en vélo, où il y a des bornes qui font du comptage. Mais quand on compte le nombre de cyclistes à un endroit, on sait combien passent à cet endroit à ce moment-là, mais on ne sait pas d'où viennent les personnes et où elles vont. Eh bien, on commence à réfléchir à des outils très intéressants que l'on va appeler du self-data, où des volontaires, par exemple en s'appuyant sur une association, fédération des usagers de la bicyclette ou autre, peu importe, vont accepter de mettre à disposition les données de leur trajet à vélo. C'est tout simple. Il suffit d'avoir une puce GPS. Une puce GPS, ça coûte pas cher du tout, surtout si c'est une puce qui a vocation à ne fonctionner que pendant 6 mois. Et aujourd'hui, on a des dispositifs où on envisage de mettre des puces sur des vélos. On a les vélos de location, on a les vélos électriques qui peuvent être pucés, entre guillemets. On a des vélos en libre service qui vont permettre, par exemple, de tracer l'ensemble des trajectoires des cyclistes, en tout cas d'un certain nombre de cyclistes dans la ville pour repérer les passages, etc. Voilà un exemple aussi intéressant et on pourrait en citer d'autres en d'autres domaines. Je vais y revenir, notamment à travers la question de l'énergie. Alors là, c'est parce que le sujet est sur la table cet après-midi, mais je mets un petit peu les pieds dans le plat et je veux vous parler de Linky. Aujourd'hui, on a une difficulté avec Linky, c'est qu'on a ces outils qui sont en place chez chacune et chacun d'entre nous, en tout cas presque, qui produisent énormément de données, dont certains en font un usage personnel, celles et ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir ce que ces données représentent. Je ne pense pas que beaucoup de nos concitoyens fassent un suivi demi-heure par demi-heure, mais c'est le pas de temps qui est aujourd'hui disponible. C'est très intéressant de voir ce type de données. Et la question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'on peut faire de toutes ces données? Puisque l'on a l'évolution de la consommation personnelle de nos concitoyens, demi-heure par demi-heure, on pourrait imaginer de multiples applications, de multiples études, de multiples analyses pour pouvoir ensuite engager des programmes de réduction de la consommation énergétique, bien évidemment. Pour les smart grids, les réseaux intelligents, là-dessus, il y a des programmes qui sont engagés pour permettre d'injecter notamment de l'électricité éolienne ou autre, mais aussi pour faire du sur-mesure en termes de prise en main par les citoyens de leur propre consommation, par de nouveaux outils, par de nouveaux capteurs complémentaires, par de nouveaux dispositifs auxquels ils seraient sensibilisés. Eh bien, et en France, disons-le très clairement, en tout cas pour ma part, pour travailler sur ces questions avec de nombreux territoires, je le dis avec un peu de fermeté, on s'est un peu planté quand même sur le sujet parce que si on dit aujourd'hui, nous allons récupérer l'ensemble des données personnelles grâce à Linky pour faire un travail fin d'analyse de vos consommations énergétiques, on aura une levée de bouclier, une deuxième levée de bouclier et il sera difficile d'en sortir. Eh bien, figurez-vous qu'au Canada, en Ontario, depuis 2013, un travail a été engagé sur la manière dont on allait utiliser les données fines qui remontent des compteurs intelligents mis au domicile de chacune et de chacun. En 2015, il y a eu une vaste concertation organisée auprès d'acteurs publics, d'entreprises, mais aussi de citoyens sur l'utilisation de ces données. Et aujourd'hui, dans cette grande province de l'Ontario au Canada, chaque citoyen a la possibilité d'appuyer sur ce qu'on appelle le green button, qui est un bouton informatique extrêmement simple, pour accepter que de façon anonymisée, la totalité de ces données de consommation énergétique soit mise à disposition d'un certain nombre de programmes de recherche, de développement d'initiatives, de production de nouveaux outils. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et c'est le type de démarche vers lesquelles probablement, à l'échelle de territoire, nous devrions songer. Je ne vois pas qui aujourd'hui, quel ministre ou quel dirigeant de grande entreprise publique pourrait dire à compter de maintenant, nous récupérons la totalité des données Linky. Mais nous avons des programmes locaux qui sont en cours de
réflexions, notamment dans la région Centre-Val de Loire, à travers un projet qui s'appelle le Climate Data Hub, pour réussir à pouvoir travailler avec ce type de données en confiance et en transparence. Et c'est l'un de nos sujets, l'un de nos enjeux majeurs, dès lors que l'on parle de pouvoirs locaux, de pouvoirs publics, de territoires et de gestion des données, c'est de réussir à travailler en confiance avec les uns et les autres et de ne pas se retrouver exposé à des critiques qui peuvent vite devenir assez inflammables. Il y a 2 ans et demi maintenant, nos collègues de la métropole de Nantes ont eu la mauvaise nouvelle de voir à la une du journal « Nantes, la métropole chasse nos données ». Ce dossier, qui a fait un petit peu de vague à l'époque, à l'intérieur, expliquait que tout ce que la métropole faisait en matière d'utilisation de données, ou voulait faire, puisque c'était des projets qui étaient exposés, était parfaitement légal et parfaitement conforme à ce que la CNIL imposait à l'époque. On était juste avant le RGPD, mais ça aurait été aussi tout à fait conforme après le RGPD. Simplement, l'équipe de rédaction de Presse Océan, le journaliste, avait trouvé un peu étonnant que la métropole s'organise pour ramasser des volumes de données assez significatifs pour améliorer, en vérité, il s'agissait notamment de travailler sur la mobilité et les déplacements des Nantaises et des Nantais. Encore une fois, rien d'illégal, mais on peut vite se retrouver un petit peu suspecté de basculer dans des logiques Big Brother. Puis on a tous vu ces images de la Chine, des caméras, la reconnaissance faciale, etc. Donc attention. Alors attention dans quel cadre? D'abord le RGPD. Je ne vais pas vous faire un cours sur le RGPD. Vous dire que globalement, les collectivités publiques en France sont très avancées dans la mise en œuvre du RGPD et que, par ailleurs, nous disposons d'un certain nombre d'études qui montrent que les Françaises et les Français ont plutôt confiance dans les acteurs publics et ils ont raison de leur faire confiance parce que les acteurs publics ne commercialisent pas notamment leurs données, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment en France. Vous dire aussi que les acteurs publics travaillent dans un environnement juridique assez contraint par un texte qui est peu connu de nos concitoyens, qui s'appelle la Loi pour une République numérique, qui est celle qui oblige à la transparence, à la publication des données publiques, qui oblige aussi, je n'ai pas le temps de le développer maintenant, à la transparence des algorithmes utilisés par les acteurs publics, qui incite à créer un véritable service public de la donnée. Il y a derrière ces aspects juridiques aussi des enjeux économiques. Des entreprises ont l'habitude d'acheter des données, de vendre des données. Qu'est-ce qu'on fait des données publiques? Est-ce qu'on peut vendre des données publiques? Est-ce qu'elles ne sont pas un bien commun qui appartiennent en fait à chacune et chacun d'entre nous en tant que citoyens? Est-ce qu'on doit acheter des données? Est-ce qu'on doit acheter des données à Google, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand on est une mairie? Certaines le font, d'autres ne le font pas. Est-ce qu'on doit acheter des données de géolocalisation issues de la téléphonie mobile de ses concitoyens? C'est des exemples qui sont intéressants et importants. Il y a aussi évidemment des enjeux environnementaux à prendre en compte. Bien sûr, le big data, l'intelligence artificielle sont des sujets qui consomment, produisent beaucoup de dépenses énergétiques. C'est un débat qui est aujourd'hui présent dans la société. Là, je vous ai mis 2-3 chiffres rapidement. Les études sont toutes sources de polémiques et de chicailleries. Celle du Shift Project, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Il y a notamment une synthèse en 2 pages qui est probablement l'étude la moins contestée aujourd'hui sur ces sujets-là, qui montre que si l'ensemble de la stratégie numérique, que l'ensemble, de l'évolution du numérique en France et dans le monde est probablement sur une trajectoire qu'il va falloir améliorer et infléchir à bien des égards, la question des données est une question qui existe, puisque le stockage simplement des données à lui seul représente 19% des consommations énergétiques. Et les villes qui aujourd'hui se lancent dans des opérations de villes intelligentes engagent des réflexions sur la consommation énergétique, par exemple, de leur hébergement. Il y a des enjeux éthiques également, je vais y revenir à travers ma conclusion, et des enjeux démocratiques au vrai sens du terme. Une collectivité publique a un enjeu à exercer une forme de souveraineté publique sur la donnée d'intérêt général de son territoire pour ne pas perdre complètement la main de ses politiques publiques. Par exemple, vous l'avez vu, vous l'avez lu, en matière de politique publique et de développement, et pour le coup, de politique économique et d'aide aux entreprises qui sont concernées en matière de tourisme, il est évident que Airbnb et Booking ont complètement bouleversé l'économie générale et la manière de fonctionner. Les offices du tourisme n'ont plus le même métier qu'avant. L'impact de ces nouveaux acteurs sur les entreprises locales est parfois bénéfique, mais parfois aussi assez terrifiant, il faut bien le dire. Et la manière dont on peut accéder ou pas aux données de ces acteurs, les données d'Airbnb par exemple, c'est un sujet majeur. Airbnb ne respecte pas la loi des pays dans lesquels il agit en matière d'accès et de transparence sur ces données. C'est un vrai sujet, outre le fait qu'il ne paye pas ses impôts, mais ça c'est un autre débat. Il y a des enjeux évidemment sur la protection des données des habitants, des enjeux sur l'éducation
à la donnée. Les acteurs publics ont certainement des choses à dire en la matière. Je vais conclure en vous disant que face à tous ces enjeux, il y a aujourd'hui plusieurs stratégies à l'œuvre et elles sont différentes d'un territoire à l'autre. Je vous ai dit un mot rapide de Toronto, où Toronto avait confié, le projet a duré 2 ans, on en a beaucoup parlé, la construction d'un grand quartier à Google. L'idée qu'un quartier entier pouvait être piloté par la donnée, ça a donné lieu à de nombreux débats, des levées de boucliers locales, nationales, mais aussi internationales. Et le projet a été abandonné il y a quelques mois maintenant, au plein cœur du confinement. Mais il y a d'autres approches possibles. En Écosse, par exemple, où le Parlement écossais a adopté une politique en matière de gestion de données qui garantit aux citoyens que les données traitées par le secteur public sont des données qui vont être au service du développement d'un service au public et qui fixe des règles et des conditions de partage et d'échange entre données publiques et données privées qui sont extrêmement intéressantes, avec notamment la possibilité pour les citoyens de s'y impliquer. Possibilité pour les citoyens de s'y impliquer également à Amsterdam, où on a un manifeste sur l'utilisation des données au service de la ville, qui est un document simple, un document très communicant, qui a été présenté, que les citoyens peuvent signer, qui est quelque chose d'assez intéressant en termes de dynamique d'accès à la donnée pour améliorer et optimiser la gestion de la collectivité. J'en ai quelques autres, mais je termine là-dessus rapidement. À Grenoble, on est une des premières collectivités en France à avoir adopté ce qu'ils ont appelé une délibération cadre de la donnée. Les élus ont débattu entre eux et voté un texte qui explique à quoi servent les données, comment on partage des données entre le public et le privé, comment on protège les données des citoyens, comment on met les données au service des politiques publiques. À Dijon, je vous ai montré la photo de Dijon tout à l'heure un peu impressionnante avec cet hyperviseur qui peut donner un peu une impression de type Big Brother. Eh bien, Dijon a mis en place un comité d'éthique sur la gouvernance des données urbaines, démarche tout à fait innovante également en France aujourd'hui. Plus proche de nous, le département de la Loire-Atlantique, il y a quelques mois, a adopté un document qui s'appelle « Pour un service public départemental de la donnée ». Et j'en termine par une autre initiative également locale à Nantes. Nantes a été le premier territoire en France à adopter une charte territoriale de la donnée qui définit un cadre éthique. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, Nantes a vu quelques soucis sur ce sujet-là. Et le sujet a été pris à bras-le-corps. Et voilà notamment comment cela se traduit aujourd'hui. Voilà, j'ai débordé de 1 minute 30 le timing qui m'avait été accordé. Il nous reste une petite poignée de minutes pour répondre à vos questions. Très bien. Merci beaucoup, Jacques, pour ces précisions et pour oui, cette keynote très précise et très intéressante. J'ai quelques questions, du coup, pour vous. Alors, même si des réponses sont arrivées un peu au long de votre discussion, notamment sur l'acceptabilité sociale. Donc, on a parlé effectivement de Nantes, mais globalement, quelle est la vision justement du monde, et notamment en France, par rapport à cette open data? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'open data qui est la publication par les acteurs publics de leurs données. Ce sont des données qui sont toujours anonymisées. Ce sont des données alors non seulement elles sont anonymisées, mais elles respectent aussi le secret des affaires. Je dis pour les entreprises qui ont des marchés publics avec les collectivités, les données qui sont publiées sont des données macroéconomiques, mais le détail qui est protégé par le secret des affaires n'est pas publié. Et ne pas publier non plus quelque chose auquel on pense pas toujours, c'est ce qui est couvert par des droits d'auteur. Donc, sur l'open data, il n'y a pas de problème d'acceptabilité publique, il y a plus un problème de faire savoir au public que cette transparence existe et qu'il est donc intéressant peut-être d'y aller de temps en temps ou de savoir s'en saisir, le faire savoir également à des journalistes, le data journalisme a le vent en poupe. L'acceptabilité, elle porte plus sur l'acceptation par les citoyens que les pouvoirs locaux utilisent leurs données personnelles, fût-ce à des fins d'intérêt général, d'amélioration des politiques publiques. Je vais vous prendre un exemple qui va faire tilt tout de suite. Nos données de santé. Et on est en plein dedans aujourd'hui, et les polémiques autour de Stop Covid, ou l'application Tous Anti-Covid. Aujourd'hui, les Françaises et les Français considèrent que dès lors, et on a plusieurs études là-dessus, j'ai y compris pour ma part animé avec le politologue Stéphane Rosès des panels de citoyens sur ces questions-là, avec l'Institut Harris Interactive. Aujourd'hui, nous considérons que nos données de santé sont plutôt très bien protégées en France. Si je suis hospitalisé, je n'imagine pas que l'hôpital va revendre mes données. Et j'ai raison, parce qu'en France, d'abord, ça n'est pas autorisé, puis c'est pas du tout dans les pratiques et dans la culture du service de santé français. Et je suis plutôt enclin à ce que mes données servent à alimenter la recherche. Ça ne me pose pas de problème. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Les Américains n'ont pas du tout confiance, y compris dans leur système de santé, parce qu'ils savent que leurs données en sortant de l'hôpital peuvent être revendues à des mutuelles, à des laboratoires pharmaceutiques ou autres. On n'est pas du tout dans le même système. Donc en France, on a plutôt confiance dans les acteurs publics. C'est vrai pour les mairies aussi. Je vais à la mairie faire des démarches, je n'imagine pas qu'on va revendre ou exploiter mes données à des fins qui ne seraient pas des fins de service public.
Donc, il faut garder cette confiance. Pour la garder, il est important de montrer que les usages faits des données par les acteurs publics sont vraiment des usages au service du territoire, au service des entreprises du territoire. Ça ne veut pas dire que ça reste complètement figé, gelé. Au service du développement économique du territoire, au service du développement de la citoyenneté. Et pour le montrer, il faut qu'il y ait un cadre de gouvernance de ces données qui n'est pas nécessairement le même que celui qui peut exister dans une entreprise. Même si certaines entreprises font aussi ce type de démarche auprès de leurs clients. On a aujourd'hui des entreprises qui ont des démarches extrêmement intéressantes de construction d'un cadre de confiance autour de l'exploitation des données personnelles qu'elles font dans le cadre normal de leur activité vis-à-vis de leurs administrés. C'est vrai, c'est très vrai pour des entreprises dans le monde de la santé, qui peuvent être des entreprises privées, qui ne sont donc pas l'hôpital public, etc. Donc, il y a des démarches un peu globales qui sont en train de naître. Celle de Nantes avec sa charte éthique est un exemple, mais vous avez à Rennes le service public métropolitain de la donnée, vous avez à Dijon ce comité éthique dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez en Occitanie des démarches intéressantes avec une charte qui s'appelle la charte Occitanie Data. Il y a un certain nombre de choses qui montrent que ce problème est en train de monter et que les pouvoirs locaux qui souhaitent faire, parce que c'est utile, un usage de plus en plus important de données dans certains domaines, pas dans tous les domaines, ont besoin de constituer ce cadre. Très bien, merci. On a encore deux questions pour essayer de respecter le timing. D'abord, et on vient d'en parler un petit peu par rapport justement à l'open data, enfin les sources de données. C'est un thème aussi beaucoup d'actualité par rapport à la sécurité de la donnée. Est-ce que justement les pouvoirs publics travaillent au risque en tout cas de sécurité par rapport à cette donnée? Donc comme on l'a dit, elle est plutôt bien protégée en France. Mais comment les pouvoirs publics travaillent sur cette question? Alors, le sujet de la cybersécurité qui concerne l'ensemble des outils numériques, mais avec effectivement comme cible, comme danger majeur, l'atteinte aux données personnelles des habitants, parce que quand on regarde bien, entre la mairie, le département, la région, pour chacune et chacun d'entre nous, de l'état civil à la naissance, je dirais jusqu'à l'état civil au décès, toutes les données qui sont disponibles, c'est vraiment quelque chose de colossal. Et effectivement, il faut faire attention à les protéger. Jusqu'à il y a 2 ans, les acteurs publics locaux n'étaient pas dans la cible, on va dire, des grandes campagnes d'attaques cyber que nous connaissons aujourd'hui. Depuis un peu plus d'1 an, c'est le cas, c'est en train de changer. Donc, elles sont dans la cible, donc elles ont nécessité d'avoir des stratégies de cybersécurité de plus en plus étayées, comme les entreprises au passage, mais ça, vous le savez très bien. Et ce qui est en train aussi de changer la donne, c'est l'évolution de ces villes intelligentes. Songez par exemple que Angers, qui vient de connaître une très grave attaque extrêmement violente, qui a bloqué toute l'informatique de la ville pendant 2 semaines, n'avait pas encore déployé le projet que je vous ai présenté en introduction. Imaginons une attaque de cette violence qui n'aurait pas été parée dans un système tel que celui de Dijon ou de celui d'Angers dans quelques années lorsque leur système aura été déployé. Vous imaginez l'impact si, en plus des services administratifs, on a l'éclairage public, la distribution de l'eau, les feux tricolores, etc., qui se retrouvent pris en otage de malveillants. Donc un point crucial. Un point crucial. Alors j'ai encore une question donc là qui est liée à votre échange sur Ontario. Par rapport à l'usage de l'administration publique, l'usage des données par l'administration publique a-t-elle été proposée à grande échelle ou du moins dans les programmes déjà définis? Alors, il y a plusieurs types de données, plusieurs types de programmes. Sur les données énergétiques, par exemple, que j'ai évoquées tout à l'heure, à ma connaissance, on est sur des micro-projets parce que le sujet est très sensible. Vous en parlerez peut-être avec vos invités tout à l'heure et avec les personnes d'Enedis notamment. Le sujet est très sensible, tout le monde est un petit peu frileux avec tout ce qui s'est passé pour le déploiement du compteur. Sur d'autres sujets, par exemple sur les données de santé, au-delà de ce que j'ai évoqué là par rapport à Stop Covid, il y a par exemple des initiatives de type coopérative de données qui existent où des malades atteints de certaines pathologies mettent en commun leurs données à disposition de la recherche. Ça, c'est des choses qui fonctionnent de façon intéressante. À l'échelle de territoires assez significatifs, on a des expérimentations de self-data, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y en a une en cours dans le Grand Lyon, une en cours également à La Rochelle, sur des sujets de consommation, sur des sujets de déplacement, de mobilité. Par contre, on n'a pas en France d'initiative telle que celle de l'Ontario avec ce Green Button, ce système qui fait qu'on demanderait massivement à des gens de dire écoutez, voilà, vos données, on voudrait les utiliser, mais on veut votre autorisation, ça va servir dans tel contexte, tel contexte, tel contexte, tel contexte, pour tel type de progrès collectif, évidemment, au service de l'intérêt général. Et voilà comment vous pourrez d'ailleurs contrôler les choses et voilà comment à tout moment vous pourrez les retirer. Quelque part, ce qu'a fait l'Ontario sur ces données, c'est ce que le RGPD nous imposerait de faire, mais on ne le fait pas de façon volontariste, si vous voulez. On ne va pas aujourd'hui au devant
des citoyens pour leur demander leurs données de façon massive. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on met plutôt en place des dispositifs où on les collecte parce qu'on les a en tant que service public et on les anonymise de façon extrêmement rigoureuse. De ce fait-là, une fois qu'elles sont anonymisées, on peut s'en servir, mais on perd énormément de choses, évidemment. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et je pense que c'est un enjeu majeur des 3-4 années à venir, parce que quelque part, et ce sera peut-être le mot de la fin pour ce qui me concerne, je pense que la grande transparence et le cadre de confiance sur ces usages des données est une contrepartie démocratique nécessaire à l'évolution des villes intelligentes. Parce que plus on va avoir de villes connectées, de villes intelligentes, plus on va peut-être avoir le sentiment que tout ça est en train de nous échapper, avec peut-être pour certains, par ailleurs, une crainte qu'on évolue vers une société de type un peu Big Brother, entre guillemets, à la chinoise, ou de type, pas Big Brother, mais Big Commerce qui va nous faire les poches un petit peu à l'américaine. Voilà. Entre les deux, il y a un modèle certainement européen et français à inventer qui reposera sur cette confiance dans l'utilisation des données au service de l'intérêt général. Très bien. Merci Jacques.